Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Souhila du collectif SNIT Solutions. Vous avez été nombreux à solliciter des cours sur la création de sites web. Chose promise, chose due. Nous voilà aujourd'hui pour un premier tuto d'une série de cours que j'ai nommé mon site de A à Z. Pour bien débuter notre formation, nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire définir les fondamentaux du web, bien comprendre l'architecture du web, les serveurs, leur rôle, les navigateurs, mais surtout définir les langages dont j'ai besoin durant toute ma formation. Devant nous une figure montrant une architecture entière, c'est-à-dire composée de plusieurs éléments. Pour bien illustrer le fonctionnement d'une architecture web, nous allons étudier le cas d'un internaute désirant consulter un site web. Le site web étant un ensemble de pages web, donc l'internaute va consulter une page web bien précise. Celui-ci va saisir l'URL de cette page dans le navigateur. Le navigateur est un logiciel installé sur le système d'exploitation. Il va permettre, grâce à sa barre des adresses, d'accéder aux pages web sur Internet. Comme vous l'avez sûrement constaté, on est bien loin du vieux Netscape, qui s'est effondré devant la concurrence, laissant place 25 ans après à Google de prendre les commandes du web avec son fameux navigateur Google Chrome, qui doit certainement son succès à son interface minimaliste, sa stabilité, les différentes fonctions et extensions évoluées, mais surtout grâce à son moteur de rendu visuel qui respecte les standards web imposés par la W3C, ce qui lui a permis certainement d'avoir une place de leader dans le marché des navigateurs. Pour ceux qui se demandent c'est quoi la W3C, c'est le World Wide Web Consortium, une organisation à but non lucratif. Son rôle est d'organiser le web. En gros, elle parle aux développeurs en leur proposant des technologies à ajouter dans leur programmation, mais surtout aux navigateurs en leur proposant des mises à jour à ajouter dans leur moteur de rendu visuel. Son leitmotiv est un seul web partout et pour tous. Pour ce qui est des moteurs de rendu visuel, ce sont des programmes intégrés dans les navigateurs, chargés de traduire des codes client-side qu'on verra plus loin dans notre formation, en interface graphique composée de texte, images, mise en page, etc. Le marché des navigateurs n'a jamais cessé d'attirer les convoitises des géants de la high-tech. Les entreprises Microsoft, Apple et bien d'autres ont aussi leurs propres navigateurs, que j'ai cités ici par ordre de performance. On cite le navigateur Firefox de Mozilla, qui reste certainement le meilleur alternative à Chrome, suivi de très près par Opera et du navigateur d'Apple Safari. Et à la traîne, on retrouve Internet Explorer, qui a définitivement tiré sa révérence pour laisser place au navigateur Microsoft Edge, un navigateur plus léger, plus rapide et moderne que son prédécesseur. Revenons à notre internaute qui désire consulter la page web. Ce dernier va saisir l'adresse de la page dans le navigateur, une adresse qu'on appellera dorénavant URL, le diminutif d'uniforme le locator. C'est une adresse composée de 3 parties séparées par des points. En partant de la gauche, on retrouve le http:// qui est le protocole des pages web, suivi des 3 W sous-domaines World Wide Web, puis nous retrouvons le nom de domaine qui représente en général la marque ou le nom de l'entreprise, et enfin l'extension désignant le pays ou l'activité de l'entreprise que nous verrons plus en détail dans un prochain cours destiné aux URL et aux noms de domaine. La requête de l'internaute, qu'on appellera dorénavant requête HTTP, n'ira pas directement chercher la page demandée dans le réseau. Elle devra passer par le serveur DNS, Domain Name System, pour récupérer la vraie adresse qui est l'adresse IP. Tout simplement parce que dans les réseaux, les noms de domaine ne sont pas reconnus. À vrai dire, ce sont les adresses IP qui définissent chaque ressource connectée à Internet. Une fois l'adresse IP récupérée, la requête HTTP sera réceptionnée par un serveur qu'on appelle serveur HTTP. Ce dernier est chargé d'héberger les pages du site ainsi que de répondre aux requêtes. Comme vous l'avez constaté, nous avons utilisé un serveur nommé Apache qui est le serveur web le plus utilisé. Le serveur HTTP va chercher la page demandée dans son répertoire. Si la page a bien été trouvée, ce dernier va renvoyer au navigateur le code source de la page accompagné du code d'erreur 200 qui veut dire que la page a été trouvée. Dans ce cas-là, le moteur de rendu visuel du navigateur va traduire le code source envoyé pour permettre au navigateur d'afficher le contenu de la page à l'internaute. Nous venons de voir un exemple où la page demandée a bien été trouvée dans le serveur web, ce qui n'est pas toujours le cas.
Parfois, le serveur web ne trouve pas la ressource correspondante à l'URL indiquée. C'est ce qu'on appelle un file not found. Dans ces cas-là, le serveur web va renvoyer au navigateur le code 404 pour l'informer, ce qui va permettre à ce dernier d'afficher à l'internaute la fameuse page 404. Cela peut arriver lorsque l'URL a été mal formulée ou bien la ressource a été supprimée dans le serveur. Encore un autre problème, c'est lorsque le serveur web ne peut pas répondre à l'instant présent. C'est ce qu'on appelle une erreur unavailable. Dans ces cas-là, le serveur web va répondre au navigateur par le code 503 pour l'informer. On retrouve ce genre de problème dans le cas de surcharge de la bande passante du serveur, exemple un site web trop demandé. Un autre problème peut survenir, c'est lorsque le serveur web n'a pas été capable de traiter la requête HTTP demandée. C'est ce qu'on appelle un internal error. Dans ces cas-là, le serveur web va renvoyer au navigateur le code 500 pour l'informer. Ce genre de problème peut arriver lorsque le serveur web est en panne ou bien arrêté. Bien sûr, il existe bien d'autres codes d'erreur que peuvent renvoyer les serveurs web. Je vous ai listé ici les plus rencontrés. Parlons un petit peu des pages web hébergées dans le serveur. Il faut savoir qu'une page web est codée essentiellement en HTML. Hypertext Markup Language est le langage principal des pages web. Mais pas que, on peut y trouver aussi du CSS, Cascading Style Sheet, une feuille de style contenant la mise en forme et la mise en page du site web. Un autre langage peut être aussi utilisé, c'est le langage JavaScript, un ensemble de programmes chargés d'exécuter des tâches bien précises, en général provoquées par une action. Exemple, déclencher une animation en cliquant sur un bouton. Ces trois inséparables langages, ce sont des langages traduits par les moteurs de rendu visuel des navigateurs, c'est ce qu'on appelle les langages client-side. Un site web programmé uniquement avec des langages client-side est un site qu'on appelle statique. Cela veut dire que le site ne contient pas d'interaction avec l'internaute, exemple un formulaire de recherche, un formulaire de contact ou bien un compte utilisateur. L'intégration de ces fonctionnalités impose l'utilisation des langages adaptés comme le PHP, préprocesseur Hypertext, un langage s'exécutant côté serveur pour créer un site web dynamique permettant d'envoyer des emails, générer un PDF ou bien se connecter à une base de données. Une base de données est un ensemble structuré et organisé permettant le stockage de grandes quantités d'informations afin de faciliter leur traitement, par exemple l'ajout, la mise à jour ainsi que la recherche de données. Une base de données est implémentée à l'intérieur d'un serveur de base de données que j'ai nommé ici MySQL, un des serveurs les plus utilisés sur le web, notamment par le site Facebook qui l'utilise pour sauvegarder ses données. Une page utilisant une base de données devra intégrer des fonctions PHP pour permettre la communication entre le serveur web et le serveur de base de données. Mais surtout, utiliser le langage SQL, Structured Query Language, un langage utilisé essentiellement pour sélectionner les bases de données, faire des mises à jour ou pour effectuer des recherches sur les données. Voilà, notre cours est à présent terminé. Il avait pour but de bien se familiariser avec l'architecture du web afin de définir notre environnement de développement ainsi que les langages dont on aura besoin durant notre formation. On se retrouve dans un prochain tuto. D'ici là, codez bien.